Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Merci beaucoup, merci à tous. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sommes-nous une civilisation d'impudiques? Est-ce que pour nous, la nudité, c'est quelque chose de normal? On peut se permettre de se balader nu comme quand j'étais petite. Je vous avais raconté une petite anecdote. Quand j'étais petite, quand je suis arrivée en Europe à l'âge de 6 ans, à cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup de noirs dans les écoles. On me disait, mais Natou, est-ce que quand tu rentres chez toi, parce que non, c'était Nathalie à l'époque, mais Nathalie, quand tu rentres chez toi, est-ce que tu enlèves tes vêtements quand je retourne en Afrique, quoi. Quand tu retournes en Afrique, est-ce que tu enlèves tes vêtements? Donc ça, c'est déjà un truc qui m'avait un peu marqué étant enfant. Je veux dire, ah donc d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne connaît pas vêtements, quoi. Donc voilà, c'est tous ces stéréotypes-là. Faut pas croire vraiment que ce sont des choses qui... Bon, on sait bien, pertinemment bien aujourd'hui avec les médias, avec Internet, avec tout ce que vous voulez. Bon la plupart des gens savent quand même que les gens s'habillent en Afrique. Mais il reste encore, évidemment, des sociétés africaines aujourd'hui qui continuent justement à comment dire, je dirais pas se balader nu, mais par exemple, on peut voir certaines femmes encore poitrine découverte dans certaines sociétés africaines aujourd'hui. Est-ce que ce sont des femmes impudiques? Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va essayer de voir. Et donc voilà. Moi, un psy m'a demandé si je dors dans une maison comme Kirikou. Kirikou, il est nu aussi, hein. Kirikou aussi est nu. Donc voilà, ça aussi c'est problématique. Ok. Voilà, donc il faut vraiment qu'on déconstruise toutes ces idées-là. Et puis quand bien même certaines photos de l'époque coloniale circulent où on voit nos ancêtres, nos aïeux, pas habillés ou très peu habillés, il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Et est-ce que ça voulait dire qu'on était une société de dépravation? En fait, toutes nos danses, toutes les observances qu'on avait, comme les rituels de fécondité, où on manifestait certains comportements ou certaines symboliques sexuelles, est-ce que ça voulait pour autant dire que nous étions un peuple qui manquait de pudeur et tout ça? Donc, on va vraiment essayer de voir les choses aujourd'hui, en tout cas selon le peu que moi j'ai pu étudier de nos anciennes sociétés. Et je pense que vous avez appris à me connaître, hein. Moi, j'aime partir vraiment de la base des bases. C'est-à-dire vraiment des toutes premières sociétés africaines, les toutes premières structures sociétales africaines. Et généralement, certains anthropologues, certains historiens, même africains tels que Cheikh Anta Diop, je le reprends toujours, je réitère, je suis une diopiste née. Cheikh Anta Diop, c'est la base pour moi. C'est vraiment le savant qui m'a fait découvrir vraiment la vérité historique et qui m'a donné cette envie de me battre contre ce que j'appelle le négrocide historique. Cheikh Anta Diop situe donc les toutes premières sociétés africaines, les premières structures sociétales africaines dans le paléolithique. Donc on a plusieurs traces de ces sociétés. Et donc on va vraiment partir de là. Qu'est-ce qu'on a comme traces de ces toutes premières sociétés africaines? Eh bien, on a des traces archéologiques. Dans le paléolithique, on a plusieurs représentations d'hommes et de femmes nus. Et vous retrouverez très peu de représentations de cette période où les personnes, les êtres représentés sont habillés. Est-ce que cela signifiait qu'ils ne s'habillaient pas? Faux, parce qu'on sait que dans certaines régions où il faisait un peu plus froid, on s'habillait. Est-ce que ces représentations-là avaient un but bien précis? Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a plus de représentations féminines d'ailleurs que de représentations masculines. Et dans ces représentations féminines, les parties, on va dire que nous, on pourrait catégoriser d'érotique par rapport à la femme, sont vraiment mis en évidence. C'est-à-dire une poitrine exubérante, excusez-moi, une poitrine exubérante, le sexe féminin représenté vraiment de manière très réelle,
souvent c'était un triangle, on représentait même la pilosité, donc on sait pertinemment bien qu'il s'agit du sexe féminin. Les hanches protubérantes, les fesses protubérantes. Donc voilà, c'est ces représentations souvent qu'on a. On a souvent des représentations féminines de ces Vénus du Paléolithique qu'on appelle les stéatopiges. Et ces stéatopiges qui nous font souvent penser, je ne sais pas si vous avez vu ou bien vous avez entendu parler de la Vénus Hottentote, Sarah Baartman, cette femme qui a été exposée en Europe, en Occident, comme une bête sauvage, justement parce qu'elle avait des caractéristiques des Khoikhoi, c'est-à-dire cette population dont on pense que vraiment est reliée aux toutes premières populations africaines par leur physionomie, par leur physique. Merci beaucoup Imhotep. Que les ancêtres te protègent également. Et donc, quand on voit le corps de Sarah Baartman, de Saartjie Baartman, donc la Vénus Hottentote, et quand on regarde ces statuettes stéatopiges du Paléolithique, on se rend compte que vraiment on a affaire à un être typé vraiment de ces toutes premières sociétés africaines. Donc on est bien en présence des toutes premières populations africaines, on est vraiment bien dans le type négro-africain. Donc on s'est rendu compte que pour certains, il y avait un caractère sacré dans cette volonté de représenter la nudité. Ce n'était pas dans un but érotique, ce n'était pas dans un but de représenter ce que les Occidentaux vont appeler l'éros, c'est-à-dire le principe du désir, la libido, c'est ça que eux appellent le éros. Donc dans ces représentations primitives du berceau méridional, donc de nos ancêtres dans les toutes premières sociétés, ces représentations de femmes avec les seins protubérants, les fesses protubérantes, avec des hanches protubérantes et tout ça, quand on représentait la vulve, on représentait le sexe de la femme, ou même quand on représentait le phallus de l'homme, on n'était pas dans un souci d'érotisme. Donc on ne faisait pas ça pour exciter les gens. Donc la nudité, premièrement, n'était pas reliée à la sexualité. Donc quand une maman se montrait nue ou bien ne cachait que son sexe et avait les seins découverts, c'était pas dans le but d'exciter la galerie. La sexualité était quelque chose de sacré, c'était quelque chose qui était relié à la vie et surtout au divin. Donc on pensait que la sexualité était un don du divin. Pourquoi un don? Parce qu'à travers la sexualité, on pouvait donner la vie. Et donc tout ce qui était processus de création, démarche de création, était directement relié au divin. Donc c'était un héritage du divin. Donc le sexe, la sexualité était forcément un héritage du divin. Et qui dit divin, dit sacré. Voilà toute la différence. Maintenant, vous allez comprendre que dans la vision judéo-chrétienne, on va entrer dans un archétype tout à fait différent. Parce que quand on reprend par exemple la scène du jardin d'Éden avec Adam et Ève, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire le catéchèse ici, ou bien qui ont grandi dans des familles chrétiennes, ou bien qui ont un peu frôlé le monde judéo-chrétien. On nous dit que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont péché. Mais non seulement ils ont péché, mais dès qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Avant ça, Adam et Ève n'avaient pas la notion de la nudité. Donc ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Dès qu'ils ont péché, ils ont eu conscience de leur nudité. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Adam et Ève pêchent. Le diable passe par la femme pour faire manger la pomme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre paradigme, comme par hasard. Donc, pourquoi est-ce que le diable va passer par la femme? Parce que la femme est la gardienne de la nourriture. Il sait que c'est la femme qui nourrit l'homme. Donc, il va passer par la femme et il va lui dire de manger l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, et la femme va le donner à l'homme. Donc, le péché va rentrer par la femme. Or, la femme participe à la création. Donc, elle participe à la création, elle participe à la vie, et c'est par elle aussi que la vie va être détruite à travers le péché. Donc ça, c'est dans ce qu'on nous explique dans le paradigme judéo-chrétien. Mais on se rend compte que ça rejoint beaucoup d'idées de notre paradigme africain. Donc, ils sont chassés du jardin et au moment où ils ont péché, ils se cachent de la face de Dieu parce qu'ils savent que Dieu leur avait dit de ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà, le nom
de l'arbre, connaissance du bien et du mal. Et donc, ils se cachent lorsque Dieu les cherche. Et quand finalement Dieu les trouve, il dit, mais vous vous cachez pourquoi? Ah non, on s'est caché parce qu'on est nus. Et Dieu leur dit, mais comment vous savez que vous êtes nus? Vous voyez? Donc en fait, dès lors qu'Adam et Ève pêchent, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Donc dans le paradigme judéo-chrétien, la nudité est reliée au péché. Donc, dès que on parle de nudité, on fait référence au péché. Maintenant, écoutez bien la suite, hein. Vous allez comprendre énormément de choses. En tout cas, comme moi, j'ai pu le comprendre. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Alors, donc voilà un peu la structure de nos premières sociétés. Voilà un peu comment fonctionnent nos premières sociétés. Donc la nudité n'est pas reliée à la sexualité. Le fait d'être nu, ce n'est pas une invitation à la sexualité. Et on va voir que même dans les futures sociétés africaines, quand les enfants passent par l'initiation, en tout cas quand ils deviennent pubères et qu'ils doivent passer par l'initiation, la première chose qu'on va essayer de leur faire comprendre, c'est la sacralité de la sexualité. C'est le côté sacré de la sexualité. Non seulement ça, mais on va surtout leur apprendre à contrôler leurs pulsions sexuelles, surtout les jeunes garçons. Parce qu'on veut éviter non seulement des problèmes, des situations d'abus sexuels, des situations de viol, des situations... Parce qu'on sait qu'un jeune homme qui commence à connaître ses pulsions sexuelles et qui ne les maîtrise pas peut être un danger pour la communauté. Donc, durant ces rites initiatiques, on va lui apprendre comment maîtriser ses pulsions sexuelles. Donc, vous comprenez déjà que quand un jeune homme sort d'un rite initiatique, c'est un jeune pubère, il a entre 13, 14, 15 ans, il sort de ce rite initiatique de 6 mois ou de 1 an, où on lui a appris à gérer ses pulsions sexuelles. Vous pensez que quand il va voir une femme nue, ou bien il va voir les seins d'une femme, ou il va voir les fesses d'une femme, vous pensez que ce jeune homme-là va perdre la tête? Il ne va pas perdre la tête. Pourquoi? Parce que déjà de 1, depuis qu'il est petit, c'est des choses qu'il voit. Et puis de 2, quand les sensations, on va dire le désir sexuel, ce que les Occidentaux appellent Eros, naît en lui, il n'est pas perturbé parce qu'il a appris à gérer cette énergie, en fait, qu'on appelle la libido. Il a appris à gérer ça. Donc, ce n'est pas ça qui va le mettre en érection. Donc, déjà, c'est la première chose qu'il faut comprendre de nos sociétés, c'est que la nudité n'est pas reliée à la sexualité. Donc, vous verrez aussi que la nudité sert aussi quelque part de distinction de genre. Même dans les anciennes représentations, on voit qu'on met vraiment un point d'honneur à représenter l'homme et la femme et à donner des éléments clairs pour faire la distinction entre l'homme et la femme. Donc on va représenter l'homme avec un phallus, on va représenter la femme avec un triangle qui représente la vulve. Donc on fait vraiment cette grande distinction. Bien, il en était de même également dans la société. En fait, la nudité parfois était un marqueur social, chez la fille notamment. Une fille qui, à un moment donné, qui devenait pubère, on la reconnaissait par rapport à la forme de sa poitrine. En tout cas, dans ces sociétés ancestrales africaines, il était important qu'on puisse déterminer si une fille était en période de puberté, si une fille était prête au mariage, si une fille était enceinte, si elle était sur le point d'accoucher, etc. En fait, tous ces éléments qui nous permettaient de distinguer l'étape dans la vie d'une jeune fille pouvaient être visibles par sa poitrine, par exemple, ou par la forme de son ventre. Donc, et comme on avait besoin de connaître toutes ces choses-là, il fallait en fait laisser son corps, en fait. En fait, le corps était un élément non seulement de contemplation, parce qu'on pouvait exprimer la beauté et l'esthète à partir du corps. Regardez vous-même toutes les scarifications qu'on faisait, etc. C'était aussi des messages, c'était aussi des vecteurs de messages. Non seulement on pouvait, à partir des scarifications, apprendre l'identité de la personne, mais c'était la même chose par rapport à la nudité de la fille, par exemple. Donc, on n'exigeait pas, mais c'était nécessaire que la fille ait sa poitrine à l'air pour qu'on sache par rapport au volume de sa poitrine, par rapport à la forme de sa poitrine, dans quelle étape de la vie elle était en fait. Vous voyez, non?
Donc, chez nous, la nudité, au départ, ça n'a rien de sexuel. Le sexe, c'est le sexe. Et le sexe, c'est sacré. La nudité, c'est la nudité. Et personne ne va trembler parce qu'il va voir une femme nue devant lui. Une femme ne va pas trembler parce qu'elle va voir les fesses d'un mâle devant elle. Donc, en fait, on est vraiment dans autre chose, nous. On est dans autre chose. Maintenant, il y a 3 facteurs qui vont venir changer ces perceptions-là dans nos anciennes sociétés. Alors, je salue toutes les personnes qui viennent de rejoindre la vidéo et je vous dis merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand je pourrai répondre. Alors, il y a 3 facteurs. Il faut retenir qu'il y a 3 facteurs qui vont venir déstabiliser en fait ces anciennes sociétés et leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, leur façon d'appréhender la nudité. Le premier facteur, ce sont les religions. L'islam va venir vraiment instaurer la notion de pudeur dans les anciennes sociétés ancestrales, enfin dans les sociétés ancestrales. Le christianisme, pareil. L'esclavage que j'associe plutôt à la colonisation, puisqu'on est dans une démarche de domination, une démarche de conquête. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui vont vraiment venir perturber la façon de penser des Africains. Alors, la notion de Dieu qui associe le sexe au péché est vraiment entrée à partir de cet archétype de la scène qui se passe dans le jardin d'Éden, en fait. Le péché est associé à la sexualité et à la nudité dans cette démarche, en fait, de la femme qui a désobéi à Dieu. Donc, la désobéissance est liée au péché, la désobéissance est liée à la nudité. Parce que dès lors que le divin a été déçu et a chassé Adam et Ève du jardin, et qu'Adam et Ève, à cause du péché, se sont rendus compte qu'ils étaient nus, la nudité a été associée directement au péché. La nudité a été associée à la sexualité. Le péché a été associé à la sexualité. Alors maintenant, en partant de ce principe-là, essayons de comprendre ce qui s'est passé dans les sociétés coloniales. Avant ça, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que cette notion de pudeur dans les sociétés ancestrales africaines a été étudiée de manière très tardive. On voit les premiers écrits sur la pudeur, la notion de pudeur ou l'analyse de la pudeur dans les sociétés ancestrales africaines à partir du XXe siècle. Et là, c'est vraiment déjà très tard. Pourquoi c'est très tard? C'est très tard parce que ces 3 facteurs dont je viens de vous parler ont déjà été introduits dans ces sociétés-là. Donc, quand des auteurs se mettent à écrire sur les Africains, à ce moment-là, il s'agit de dire que les Africains ont bien appris leur leçon. De peuples primitifs qu'ils étaient, de peuples sauvages qu'ils étaient, puisqu'ils ne s'habillaient pas, puisque c'était des gens qui pensaient au sexe matin, midi, soir, puisque c'était des gens qui se baladaient fesses à l'air, les femmes étaient seins à l'air, etc. Donc forcément, c'était des gens dont la pierre d'achoppement, c'était vraiment le sexe. Eh bien, ces Africains-là, grâce à la religion, grâce à la colonisation, ces Africains ont appris la pudeur. Et est-ce que vous n'avez jamais entendu, par exemple, vous qui avez grandi dans les familles africaines, des parents dire, par exemple, « Ah, nous, chez nous, les Africains, on ne s'habille pas comme ça. Ah, chez nous, les Africains, on ne montre pas les jambes comme ça. Ah, chez nous, les Africains, une fille ne peut pas s'habiller en décolleté devant ses parents, devant ses oncles, devant ses... » Mais en fait, ils sont en train de vous parler de cette notion de pudeur qui a été introduite durant la colonisation et qu'on appelle Eros. C'est-à-dire, Eros profane. La notion d'Eros profane, qui vient, c'est une notion vraiment purement occidentale, a été introduite premièrement déjà en Occident à partir du 6e siècle. On va appeler l'Occident chrétien. À partir de cette période-là, on va mettre en scène la notion de Eros profane. C'est-à-dire le désir sexuel, la libido, c'est quelque chose qui est relié au péché. On part sur l'idée que l'homme et la femme ne peuvent s'accoupler que pour faire des enfants. À partir du moment où ils sortent de cette
volonté de procréer, ils sont dans le péché. Parce que le péché, c'est quelque chose de charnel et le péché est relié au diable en fait. Et donc comme le péché est charnel, le péché est relié au diable, forcément la sexualité aussi c'est diabolique. Vous voyez? Et donc comme la sexualité est diabolique, eh bien il faut de moins en moins y penser. Il faut que les femmes soient moins en moins, comment dire, dévêtues. Parce que leur corps, c'est la chair et leur corps est relié au péché. Écoutez bien ce que je vais dire parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et donc, on part de ce principe-là. Et donc, on va instaurer des dictats qui ont attrait au christianisme, à la religion, à la notion du péché, du charnel, etc. Donc, c'est comme ça que vraiment ces idées-là vont rentrer en Occident à partir du 6e siècle. Mais avant le 6e siècle, il faut noter que ces sociétés occidentales ont connu des périodes de dépravation sexuelle extrême. Ils ont pratiqué la dépravation sexuelle à outrance. C'est peut-être ça qui les a poussés quelque part à entrer dans cette période où ils vont rejeter ce qu'ils vont appeler l'éros profane, c'est-à-dire les besoins sexuels, la libido. Il faut absolument taire, les femmes doivent se cacher, les femmes sont des instruments du diable, les femmes sont les descendantes de Ève qui a fait introduire le péché en donnant la pomme à Adam, etc., etc. Donc tout ça vous explique aussi pourquoi la femme a été si diabolisée dans les sociétés occidentales et qu'après, avec la colonisation, les femmes ont été aussi diabolisées dans nos anciennes sociétés. Alors maintenant, il y a cette problématique-là de l'acculturation et de l'assimilation quand les colons arrivent dans nos sociétés africaines. Donc, il s'agit pour eux de vraiment nous faire adopter leur façon de voir. Quand ils arrivent et qu'ils voient des sociétés africaines où les jeunes filles ont les seins dénudés, pour eux, ils sont dans un monde diabolique en fait. Donc, il faut absolument faire taire ça. Mais le discours est très hypocrite pour deux raisons. Écoutez bien. Le discours est hypocrite pourquoi? Parce que quand ils veulent endoctriner les Africains, c'est dans un but purement hégémonique et commercial. C'est pas parce qu'ils ont envie que les petits noirs aillent au paradis comme eux. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas parce qu'ils veulent que les noirs soient sauvés de la perdition et du péché. Ils vont instrumentaliser en fait la religion, le christianisme, pour pouvoir instaurer toutes ces choses-là dans les sociétés coloniales. Donc voilà, quand les colons arrivent, donc il s'agit de nous endoctriner en fait. Mais leur endoctrinement, c'est pas pour nous sauver comme je viens de dire. Leur endoctrinement est dans un but purement hégémonique, c'est-à-dire nous dominer, mais également dans un but commercial, c'est-à-dire venir profiter de nos ressources et venir nous piller, venir profiter de nos richesses. Mais ils ont cette façon-là de nous faire comprendre qu'il y a un Dieu et que ce Dieu punit le péché. Et que ce Dieu-là les a délivrés, eux, du péché. C'est pour ça qu'eux ont avancé. C'est pour ça qu'eux vivent dans des sociétés industrialisées. Ils ont tout, ils ont le pouvoir, etc. C'est parce qu'eux ont obéi à Dieu. Et nous, les Africains, on nous fait croire on n'a pas évolué, en fait. Parce qu'il faut savoir ce qu'eux, ils appelaient évolution. Est-ce que c'était évolution pour nous? Ce qu'eux appelaient développement à ce moment-là, est-ce que c'était le développement pour nous? En tout cas, quand ils viennent nous présenter des choses comme des armes à feu ou des choses comme ça, et que nous, on se dit qu'ils sont développés, on se dit forcément Dieu est de leur côté. Donc l'endoctrinement va se faire aussi de manière brutale. Ceux qui ne veulent pas accepter, souvent vont être brutalisés, ils vont être tués, Donc voilà, donc nos aïeux n'ont pas vraiment le choix que d'adopter la religion de l'envahisseur. Et dans cette volonté d'endoctrinement, on va faire comprendre que le sexe, c'est quelque chose de sale. Mais voilà le deuxième point hypocrite dont je voulais vous parler. Il y a une énorme hypocrisie dedans. Parce que quand vous lisez des écrivains occidentaux comme Foucault, par exemple, ils vous disent clairement, mais alors là, sans langue de bois, ils vous disent clairement qu'en fait, ils parlent
du fait que les sociétés occidentales ont limité, ont essayé de casser en fait, comment dire, le plaisir sexuel, le désir sexuel. C'était dans un but commercial aussi. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que le sexe et les envies sexuelles, etc., limitaient l'économie, limitaient l'avancement de l'économie. Donc quand ils vont entrer dans une logique capitaliste, quand ils vont rentrer dans leur période d'industrialisation, ils vont aussi utiliser l'arme de la religion pour que les gens pensent moins au sexe. Parce qu'ils sont convaincus que les gens, en pensant trop au sexe, les gens travaillent moins. Donc il faut occuper les gens le plus possible. Non seulement ça fait avancer l'économie, mais en plus de ça, les gens vont faire, ils font moins d'enfants, en tout cas, le sexe c'est quelque chose de très négatif. Et dans un aspect spirituel et dans un aspect économique. Donc quand ils arrivent en Afrique, quand ils veulent endoctriner nos sociétés, ils vont aussi présenter non seulement l'arme de la religion pour pouvoir culpabiliser le peuple africain en leur disant voilà, si vous n'avancez pas, c'est parce que vous n'avez pas le même Dieu que nous, parce que vous êtes dans le péché. Si vous ne voulez plus être dans le péché, suivez nos indications. Et donc ils vont leur présenter des dictats comme déjà la sexualité c'est quelque chose de très mauvais. Normalement la sexualité c'est pour faire des enfants. Voilà, vos femmes doivent s'habiller. On allait jusqu'à dire aux femmes qu'elles devaient se baigner habillées. Donc les femmes africaines ne pouvaient plus se baigner nues dans les rivières, elles devaient se baigner habillées. Dès lors qu'il y avait quelqu'un à côté ou quoi, il fallait se baigner habillé. Donc ils vont introduire tout un tas de dictats. Mais ils ont également cette même volonté d'occuper l'esprit des Africains le plus possible parce qu'ils se disent que les Africains sont des êtres qui s'adonnent tellement au sexe qu'ils n'ont pas le temps de faire évoluer leur société en fait. Donc ils ont besoin de travailler un peu plus. Et pour travailler, ils doivent moins penser au sexe. Et donc eux, ils viennent comme des donneurs de leçons. Ils viennent en fait en mode moralité et ils vont instaurer tout un tas de choses pour soi-disant freiner la sexualité des Africains. Donc on va dire aux Africains, habillez-vous. Parce que être nu comme ça, c'est le péché. Vous êtes dans le péché. Donc eux vont être persuadés que la nudité maintenant est reliée au péché. Alors, mais eux, ils savent en fait qu'en faisant tout cela, en les culpabilisant, en les faisant peur d'être dans le péché, etc., ils vont se focaliser sur ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire être la main-d'œuvre de la colonie. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Donc, ils vont avoir une politique de moralité qui va aller à l'extrême. Jusqu'à dire aux Africains que lorsqu'un couple a des rapports sexuels, ces rapports doivent se faire dans le noir. Parce qu'un homme ne peut pas voir le sexe de sa femme, une femme ne peut pas voir le sexe de son homme. Donc ça va aller aussi loin que ça. Maintenant, imaginez-vous, avec des préceptes de ce genre, nos parents, même quand l'Afrique devient indépendante, nos parents ont été déjà matrixés en fait. Et ce qui va se passer, c'est que les Africains de la période post-coloniale vont devenir plus pudiques encore que les Européens eux-mêmes. Donc vous allez vous retrouver avec des idées à cause de ces trois facteurs, c'est-à-dire l'islamisation. Là, je vous ai plus donné l'exemple avec le christianisme, mais avec l'islam, il y a eu à peu près le même procédé, c'est-à-dire introduire la notion de pudeur, la notion de cacher son corps, la notion de la sexualité, c'est le péché. Donc quand il faut avoir des rapports, c'est plus dans le but d'avoir des enfants, etc. Donc ça va vraiment être une arme d'endoctrinement en fait. Vous voyez, la pudeur. Hein. Maintenant, le résultat c'est quoi? C'est qu'on va avoir des parents dans les années 60, dans les années 70, dans les années 90, bon ça commence à changer, qui vont être dans une extrême pudeur et qui vont partager l'idée selon laquelle les Africains sont des êtres très pudiques. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais ce qui ne va pas être mis en avant, c'est que cette pudeur a été instaurée par une autre civilisation, par les envahisseurs, par les colons, par les esclavagistes, etc. La seule chose qu'il faut qu'on comprenne bien, que les Africains n'exposaient pas
Et ça, justement, même dans les toutes premières sociétés africaines, vous allez voir qu'il y a très peu de représentation de scènes sexuelles, donc de couples qui sont en train de s'accoupler. En tout cas, dans le paléolithique, il y en a très peu. Dans le néolithique, il y a des représentations qui sont interprétées comme des scènes de sexualité. Mais, en règle générale, disons, l'acte sexuel, c'est quelque chose qui ne se montre pas. C'est quelque chose qui ne se représente pas parce que c'est de l'ordre du sacré. Mais comme je vous dis, la nudité n'est pas reliée directement à la sexualité. Mais donc, les choses vont se mélanger avec ces aspects-là, avec ces trois facteurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'islamisation, le christianisme, la colonisation. Toutes ces choses-là vont faire qu'on va se retrouver avec un peuple africain à qui on a instillé des idées de pudeur, mais une pudeur qui n'était pas originelle en fait, qui ne venait pas de lui-même. Et vous savez, par exemple, j'ai pu prendre pour vous l'exemple d'un auteur justement, un auteur du XXe siècle qui est Mongo Betty. Je pense que vous connaissez tous Mongo Betty, en tout cas j'espère. J'espère. Un auteur comme Mongo Betty, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, hein, mais un auteur vraiment très intéressant, mais qui avait à son époque aussi une idée très erronée de la question de pudeur dans les sociétés africaines. C'est pour vous dire que Mongo Betty, c'est le fruit justement d'une éducation coloniale. C'est-à-dire une éducation où on vous fait croire que les Africains étaient un peuple qui n'avait pas de mœurs, qui avait des mœurs dépravées, un peuple sauvage qui ne pensait qu'au sexe matin, midi, soir, et qu'on a dû canaliser petit à petit, voilà. Et que les Occidentaux ont dû canaliser. Hein. Donc leurs pulsions sexuelles, heureusement, Dieu merci, ont pu être canalisées grâce au colonialisme. Voilà ce que Mongo Betty écrit. J'ai repris ce passage-là de l'ouvrage de Mongo Betty, dont le titre est « Le pauvre Christ de Bomba ». Alors, Mongo Betty dans « Le pauvre Christ de Bomba ». Moi, j'ai une version de 1976. Malheureusement, je l'ai laissé de l'autre côté. Je suis une globe-trotter, j'ai mes livres éparpillés un peu partout, donc je ne l'ai pas ici. Mais si vous lisez, moi j'ai la version de 1976, par exemple. Si vous prenez la page 253, vous allez retrouver cet extrait qui dit que, en tout cas, Mongo Betty parle des Africains. Il dit ceci, il dit la monogamie, la pureté sexuelle, l'abstinence sexuelle sont totalement inconnus des Africains. Donc voilà la perception qu'un Africain, un érudit, un écrivain, un intellectuel, en tout cas africain, a comme idée des sociétés africaines ancestrales. Donc ça veut dire que nous, on ne connaît que la polygamie, et pas dans le bon sens du terme, hein, dans le sens, oui, le gars a tellement un gros appétit sexuel qu'il a besoin de plusieurs femmes. Donc c'est pour vous dire qu'on a tellement formaté nos parents qu'ils en sont venus à croire que pour être évolué, et je reprends ce terme évolué de manière volontaire, parce que c'est de ça qu'il s'agissait notamment durant l'époque coloniale dans le Congo belge. Il y avait ce qu'on appelait des cartes d'évoluer. Donc à partir du moment où un Congolais avait appris à manger avec une fourchette, à manger avec une cuillère, à boire avec un verre, à se brosser les dents avec une brosse à dents, il pouvait être qualifié d'évolué. Et celui qui était qualifié d'évolué, qui avait sa carte d'évolué, pouvait prétendre avoir atteint le même niveau que les Occidentaux. Donc en fait, pour être évolué, il fallait épouser les mœurs des Occidentaux. Donc, en fait, quand on essaie de comprendre les choses, on nous a appris finalement à détester qui nous étions. Donc, en fait, il n'y avait rien de bon chez nous. Même l'aspect sexuel, même l'aspect de la sexualité chez nous était directement relié au diable, relié au péché. Donc, quand eux sont arrivés, heureusement, ils nous ont appris la pudeur. Or, comme je vous l'ai dit, la nudité n'avait absolument rien de sexuel dans nos anciennes sociétés. Maintenant, quand je dis ça,
est-ce que je suis en train de dire que parce que nos ancêtres ne considéraient pas la nudité comme dans son aspect sexuel, qu'aujourd'hui on doit se dévêtir, qu'on doit commencer à faire les nudistes sur des plages au Sénégal? Est-ce que c'est ça que je dis? C'est pas ça que je dis. Je préfère vraiment mettre l'accent dessus. Je ne dis pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que je remets toujours cette notion d'évolution en avant parce que c'est super important. On doit fonctionner évidemment avec cette notion d'évolution. Pas dans le sens des évolués dont je viens de parler, hein, pas dans le sens d'évolution selon le paradigme occidental. Mais, on va dire, comme je dis toujours, nos sociétés ne sont pas des sociétés figées. On avance aussi avec le temps, comme toutes les autres civilisations. Parce que je dis, même si les colons n'étaient pas entrés en Afrique, nos sociétés n'allaient pas rester figées. On allait évoluer avec la modernisation de toute façon. Maintenant, on comprend bien que dans le monde dans lequel on vit, on ne va pas se balader à poil dans un aéroport. On va pas, les femmes ne vont pas rester les seins à l'air, je ne sais pas moi, au supermarché. Bien sûr que ce n'est pas ça qu'on dit. Mais il s'agit ici de défendre nos valeurs. À partir du moment où les autres commencent par exemple à instiller dans la tête de nos enfants que nos anciennes sociétés étaient des sociétés perverses parce que la nudité n'était pas cachée, eh bien ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on combatte. C'est quelque chose pour lequel il faut vraiment absolument qu'on donne une explication à nos enfants et que nous-mêmes devons comprendre. Quand on parle de nudité, on parle de la nudité toujours selon les premières structures sociétales africaines. Parce que c'est là qu'on arrive vraiment à comprendre que même la notion de nudité est reliée au divin. Parce que ce n'est pas pour rien même que dans cette tradition judéo-chrétienne, on vous dit que le péché est entré en même temps que la découverte ou la conscience de la nudité par Adam et Ève. Donc en fait, si vous voulez, toutes ces métaphores religieuses, tous ces archétypes d'endoctrinement, si je peux dire entre guillemets, ou alors de présentation du divin ou de tout ce qui est introduction d'une religion, d'une philosophie religieuse quelconque à travers des symbolismes, etc. En fait, toutes ces choses-là sont reliées, quand on regarde bien, à la perception primordiale de nos anciennes sociétés. Parce que dans nos anciennes sociétés, justement, Dieu ne condamnait pas la nudité. Vous voyez, Adam et Ève on nous dit que Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, ils sont nus. C'est quand ils découvrent la nudité que le péché entre et que Dieu les chasse et qu'ils commencent à s'habiller. Donc ça veut dire que les sociétés occidentales elles-mêmes reconnaissent que la nudité n'est pas quelque chose avec laquelle Dieu au départ était contre. Donc la nudité n'était pas reliée à la sexualité. C'est quand le péché est entré, et le péché c'est quoi? C'est la dépravation sexuelle quelque part. Parce que le serpent, est-ce que le serpent ne représente pas le phallus? Est-ce que la pomme ne représente pas le péché ou la sexualité ou la luxure quelque part? Vous voyez, en fait, toutes ces métaphores, toutes ces choses-là, en fait, nous font comprendre que ce n'est pas vraiment nous qui avons tort, mais c'est eux. Dans le sens où nous, dès le départ, on avait compris que Dieu n'avait aucun problème avec la nudité. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. La perception de la nudité doit être détachée des connotations sexuelles. Et cela passe par l'éducation sexuelle et par un dialogue avec ceux qui se révèlent dans l'esprit des individus. Tout à fait, Jessica. Et c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il était important que durant ces rites initiatiques, on explique aux jeunes hommes que la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Voilà, que l'énergie sexuelle, c'est pas quelque chose avec laquelle on joue. On ne joue pas avec son énergie sexuelle. Il y avait des initiés, par exemple, qui ne devaient pas toucher des femmes pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, etc. parce qu'ils devaient conserver leur énergie sexuelle. Donc on ne blaguait pas avec tout ce qui était sexualité, on ne blaguait pas. On expliquait aux jeunes gens, voilà, c'est vrai que la masturbation existe, mais sache qu'à chaque fois que tu te masturbes, tu perds de l'énergie. Or, cette énergie, tu peux l'utiliser d'une manière plus intéressante, entre guillemets, on va dire. On les apprenait quelque part à gérer leurs pulsions sexuelles. Donc à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, comment pouvions-nous encore être déstabilisés face à la nudité? Parce que quand on est déstabilisé quelque part face à la nudité, c'est que voilà, on n'arrive pas à gérer ses pulsions. Et par rapport à ça, j'ai quelque chose de très intéressant à vous dire.
quand on étudie les sociétés bantoues, par exemple, quand on étudie la philosophie bantoue, par exemple, pour ceux qui parlent un peu le lingala, bon, je m'en réfère parce que c'est c'est ma langue maternelle. C'est toujours intéressant quand on maîtrise une langue africaine d'essayer de comprendre un peu la linguistique enfin, la linguistique tout court et certaines étymologies. Alors, il y a dans la philosophie bantoue ce qu'on appelle comment je vais expliquer ça? Ce qu'on appelle le Bomutu. Bomutu, ou bien il y a certaines personnes qui prononcent ça en disant le Bomuntu. B-O-M-U-N-T-U. Muntu, ou bien Mutu, c'est l'homme, l'être humain. Bomuntu, c'est le... Comment dire? C'est l'homme, mais avec une certaine sagesse, avec une certaine connaissance, avec des aptitudes. Donc, quand les jeunes gens, par exemple, sortaient d'un rite initiatique de 1 mois, enfin de 6 mois, de 1 an, par exemple, ils ressortaient de là en étant des Muntu. Des Muntu qui avaient appris le Bomuntu, c'est-à-dire l'art d'être un homme accompli. Donc, quand tu n'avais pas atteint ce niveau de Bomuntu, tu étais considéré comme un Nyama. Un Nyama, c'est un être bestial. Donc, il y avait ce qu'on appelait le Bonyama. Un être humain qui était dans une phase de Bonyama, c'était un être humain qui était dans sa phase bestiale. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à se maîtriser. Psychologiquement, quand je dis psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Donc, quelqu'un qui ne peut pas maîtriser ses pulsions sexuelles, c'est encore un Nyama. C'est une bête, quoi. Donc, il est dans sa bestialité, en fait. Donc, pour qu'un être humain soit un individu accompli, accepté dans la société, il devait être considéré comme un Muntu, c'est-à-dire quelqu'un qui avait appris le concept du Bomuntu. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça qui fait que, dans nos sociétés, un Muntu ne pouvait pas être déstabilisé devant la nudité d'une femme, par exemple. Parce qu'il avait appris à gérer ses pulsions sexuelles. Il n'était plus dans sa phase de bestialité où il voit une femme, il ne peut pas se tenir, il doit absolument... Vous comprenez un peu? Vous allez me dire que je ne fais que critiquer la société occidentale, mais excuse-moi, quand il y a tellement de choses qui vont à l'envers comme ça, je ne peux que émettre une critique. Quand ils entrent dans cette phase de christianisation sévère, donc à partir du 6e siècle, là, quand ils vont instaurer cette pudeur à l'extrême, c'est tellement grave que ils ont sauté des étapes, en fait. Ils ont sauté des étapes que nous, on avait maîtrisées. Par exemple, nous, on faisait passer nos jeunes gens et nos jeunes filles par des périodes initiatiques justement pour maîtriser ce que eux ont instauré de manière brutale au 6e siècle. Donc, eux, de manière brutale, ils ont instauré le christianisme en disant la sexualité, c'est le diable. La sexualité, c'est le péché. Le éros, c'est-à-dire le désir charnel, le désir sexuel, la libido, c'est le diable. Donc, il faut de moins en moins penser au sexe. Et moins vous pensez au sexe, et plus vous serez proche de Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Donc, c'est le sexe, il faut vraiment mettre ça de côté. Je ne dis pas qu'il faut devenir des Balthazar, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut qu'on reprenne la compréhension de la sexualité selon notre paradigme. Donc la sexualité, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose de diabolique. Non. Pour eux, à un moment donné, la sexualité est devenue diabolique parce qu'ils ont vu comment la société a conduit, les a conduits dans la perdition. Et à un moment donné, ils ont voulu avoir un contrôle strict de la sexualité en passant par l'arme du christianisme. Mais je dirais que ça a un peu échoué parce qu'ils sont rentrés dans une lutte avec ce que eux appellent la chair. Donc, il y a la chair et l'esprit, la chair qui est reliée au péché, il y a l'esprit qui est relié à Dieu. Et vous allez voir que constamment, ils sont dans cette lutte. Ils luttent entre le péché et entre la vertu, entre l'esprit et entre la chair, en fait. Tandis que nous, dans nos sociétés, on avait maîtrisé cette étape-là. On avait complètement maîtrisé cette étape-là avant même que le jeune homme entre dans sa vie active. Il savait maîtriser.
Donc, on n'avait même pas besoin qu'ils viennent nous apprendre que voilà, il faut maîtriser ses pulsions, il ne faut pas penser au sexe matin, midi, soir. On n'était même pas dans cette logique-là. Donc, eux, en fait, ils étaient persuadés que parce que nos femmes avaient les poitrines à l'air, avaient les fesses, certaines parties des fesses qui n'étaient pas couvertes, eh bien, ça veut dire qu'on était un peuple j'ai même pas envie d'employer le mot, mais ils étaient vraiment persuadés que notre pierre d'achoppement, c'était le sexe. Qu'on était comme des animaux, en fait, qu'on pensait à ça matin, midi, soir, et que, oh mon Dieu, c'est le péché. Donc, tous les missionnaires, là, ils avaient pour but de calmer nos péchés, quoi. Oui, oh, vous pratiquez la polygamie, oh, ben voilà, ben, c'est la preuve que vous avez un appétit insatiable. Vos hommes ont des appétits insatiables. Ah, vous pratiquez, la polyandrie, ah ben voilà, vos femmes sont des femmes de peu de vertu, hein, parce qu'une femme ne doit avoir qu'un homme. Donc voilà, on va vous apprendre comment vous devez fonctionner. Or, on n'était pas dans ça. Nous, on avait maîtrisé tout ce qui était pulsion sexuelle. Donc, un homme ne pouvait pas tomber, il lui fallait plus que ça. Il avait transcendé, en fait. Il lui fallait plus que ça pour même, non seulement tomber je sais pas, dans les sentiments pour une femme, ou bien même pour s'adonner à une activité sexuelle avec une femme. Il voyait beaucoup plus loin qu'une paire de seins, une paire de fesses, en fait. Parce qu'il avait appris, durant sa rite initiatique, son rite initiatique, que la sexualité c'était quelque chose de sacré et que c'était un échange d'énergie, et que quand on savait bien utiliser la sexualité c'était quelque chose d'hyper bénéfique. C'est ça que nous on savait, et nous on n'était pas dans cette logique hypocrite comme eux de voir les femmes. Quand ils ont vu nos belles femmes africaines avec des seins bien fermes, avec des fesses bien fermes et bien rebondissantes, quand ils ont vu ça, ils sont devenus fous. Ils ont commencé à faire des photos, regarder un peu toutes ces images de ces cartes postales coloniales où ils sont en train de se montrer avec des femmes noires. Ils sont tout fiers parce que pour eux, voilà, j'ai posé avec elles. Ça veut dire qu'avant ça, j'ai eu un échange sexuel avec elles pour être poli. Donc voilà, etc. Donc, eux, ils étaient impressionnés par nos femmes. Nous, on n'était pas impressionnés du tout. Quand leurs femmes ou les femmes de certains colons, parce que ça, c'est un secret aussi qu'il faut qu'on arrive à sortir aujourd'hui, c'est qu'il y a certains colons qui donnaient l'autorisation à leurs femmes d'avoir des relations sexuelles, non seulement avec des esclaves noirs, mais aussi parfois avec ce qu'eux appelaient des indigènes noirs, parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes n'arrivaient peut-être pas, c'est très dur ce que je vais dire là, mais j'assume complètement, n'arrivaient peut-être pas à satisfaire leurs femmes. Donc il y avait des cas où des hommes blancs toléraient que leurs femmes, de temps en temps, aient des relations sexuelles avec nos hommes. Et ces femmes blanches qui lorgnaient sur nos hommes noirs et qui regardaient nos hommes noirs avec appétit, ces femmes-là n'étaient pas passées dans des rites initiatiques comme nos jeunes filles quand elles voyaient un beau mâle passer avec un beau torse, avec de belles fesses. Elles n'étaient pas en train de perdre les pédales, quoi. Vous voyez, parce que nous, cette partie-là de la maîtrise sexuelle, on l'avait déjà gérée, en fait. Vous voyez un peu, donc. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'on éduque nos enfants. Nos enfants doivent comprendre. Il ne faut pas qu'ils aient à l'école, on leur dit hey, mais vous là, avant là, vous ne vous habillez même pas chez vous, vos ancêtres, ils se baladaient à poil, ils étaient comme Kirikou, ils se baladaient à poil. Il faut que les enfants soient capables de leur donner des réponses. De leur donner des réponses en disant c'est parce que nous, on avait maîtrisé nos pulsions sexuelles, c'est pas parce qu'on voyait des gens nus qu'on pensait directement au sexe, contrairement à votre civilisation, où la nudité était reliée directement à la bestialité et à la sexualité. Donc il faut vraiment que nos enfants soient capables de défendre nos valeurs et de défendre nos anciennes sociétés. Donc c'est pour ça que c'est important. Sauf que nos hommes sont fiers de ça maintenant. Absolument. Absolument. Nous les Africains, on n'avait aucun problème avec la nudité, hein, en vérité. Hein. Disons les choses. Hein. On n'avait aucun problème. On était comme... On était dans cette logique de la relation que Dieu avait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient nus et quoi. Est-ce que ça choquait Dieu? Dieu, ça ne lui choquait pas du tout. Mais c'est après que ça a commencé à choquer. Civilisation égypto-nubienne. Oui, Ramadan Konaté. Parlons-en. Parlons-en. Parce que ce qu'il y a aussi avec certains anthropologues africains, certains historiens africains, hein, dont je salue vraiment la démarche,
c'est qu'ils ont aussi voulu nous faire comprendre que beaucoup de ces interprétations sur la sexualité ou de ces observances qui rejoignaient un peu le monde sexuel. Donc je vais parler de manière simple. En fait, même dans les rites, des rites comme les rites de la fécondité par exemple, en fait tous ces rites qui sont liés à la sexualité, donc les rites de la fécondité, il y avait des rites qu'on appelait le culte du phallus, la célébration du vagin. S'il vous plaît, ne soyez pas choqués, ne soyez pas... Ce sont des choses que nos ancêtres ont pratiquées et ça n'avait rien de démoniaque comme je viens de le dire. C'était plutôt des choses qu'on voyait dans leur sacralité et qui au contraire faisaient plus rapprocher du divin que du diable. C'était vraiment ça. Et justement, on a beaucoup repris des éléments de la cosmogonie égypto, de l'Égypte antique, je vais dire. Par exemple, quand on dit qu'au début, il y avait le Noun. Donc le Noun, c'est-à-dire ce magma, en fait, c'est comme une masse d'eau, en fait, qui ne bouge pas, qui n'a pas de forme, en fait. Et à partir de là, va tout se créer, en fait. Donc c'est à partir de Noun que va tout se créer. Et on pense que la création est venue grâce à Atum, qui est le divin, en fait, qui est la première force créatrice que certains peuvent appeler Dieu. Donc nos ancêtres du bassin égypto-nubien, justement, pensaient que c'est Atum qui avait créé la première forme de vie, mais avec son phallus, en utilisant son phallus. Donc, quand on relie déjà le sexe, le premier sexe masculin au divin, ça ne peut pas être quelque chose de sale si ce n'est de sacré. J'espère que je ne choque personne ici. Mais dans la cosmogonie égyptienne, on disait que Atum avait pris son phallus, avait pris son phallus de ses mains, par la main, en fait, par son poignet, par la main, et avait pratiqué une sorte, bon, je ne sais pas s'il y a... En tout cas, les égyptologues noirs, entre guillemets, n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord sur le procédé. Moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a eu, c'était peut-être la première forme de masturbation, je ne sais pas. Ça peut choquer certains de se dire, ah, quoi, Dieu s'est masturbé, mais qu'est-ce que... Mais en fait, vous voyez en fait qu'on est tellement empreint des idées d'une sexualité sale, reliée au diable, reliée... que l'idée même de se dire que Dieu a dû pratiquer une sorte de masturbation pour créer le monde, on est tous là, oh, mon Dieu, comment vous pouvez dire des choses aussi graves, c'est pas possible. En fait, je sais pas comment dire, mais tout entre dans une logique d'archétype, de symbolisme en fait. Et quand on a compris que dans le paradigme africain, tout est symbole, tout est archétype, on est moins choqué de tout en fait. Donc, en fait, le Atum crée en ayant une sorte de geste masturbatoire et qui va faire que lorsqu'il va éjaculer, donc le liquide qui va sortir de Atum, c'est ça qui va créer donc, le premier couple de l'homme et de la femme, en fait. Certains vous diront non, Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Voilà, dans d'autres cosmogonies, comme la cosmogonie Yoruba, on va dire, voilà, Olodumare a fait appel à Yemaya ou, je sais pas moi, Oshun, avec les autres orishas, etc. Donc en fait, la Genèse est expliquée de différentes façons, mais l'idée reste la même, c'est qu'il y a un créateur qui a un jour créé, mais pour créer, l'acte sexuel était essentiel. Il fallait qu'il y ait un phallus. Le fait qu'il prenne le phallus par son poing, vous voyez, quand vous faites ça, vous avez comme un vagin, en fait. Excusez-moi, hein, moi, quand je dois expliquer les choses, moi, je dis les choses, j'ai pas envie de choquer certains, mais c'est un peu ça. Donc, le premier acte sexuel, si on peut dire, dans la pensée égypto-nubienne,
a été opéré par Dieu, par le divin. Donc le sexe ne peut pas être quelque chose de diabolique en partant de ce, de ce principe-là en fait. Alors je vais vous inviter aussi à lire, ne vous inquiétez pas, je mettrai la photo de son ouvrage ou même de quelques-unes de ses ouvrages. De Thérèse Moukouri, Thérèse Kououi Moukouri, qui est en fait, c'est une Camerounaise aussi, c'est la première, elle est considérée comme la première romancière africaine, hein, et c'est une femme qui est extraordinaire, bon, considérée comme féministe, je tiens à le rappeler quand même, mais c'est une femme qui est extraordinaire. Et là, il y a notamment un personnage dans un de ses écrits qu'elle caractérise comme étant un indigène, quoi, comme étant un noir primitif. Et il fait parler ce noir primitif en disant, une citation pour vous dire un peu, pour vous montrer un peu le genre de travail qu'elle fait dans la fiction, ce qu'elle essaye d'inculquer un peu comme idée dans ses fictions. Elle fait parler ce personnage en disant, et je vais terminer par là, il faut être un blanc ou un fou pour considérer la nudité totale ou partielle comme une faute ou un délit. Voilà, donc il faut soit être fou, soit être blanc pour être choqué de voir une civilisation qui n'a pas peur d'exposer sa nudité, comme c'était le cas de notre civilisation. Au contraire, il faut y voir une force mentale. À bientôt, je vous embrasse fort.